Grâce à vos dons, en 2018, TV Liberté a pu couvrir les événements d'Europe centrale. À l'approche des élections européennes de 2019, qui s'annoncent décisives pour l'avenir de notre continent, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer notre travail dans cette région la plus dynamique d'Europe. Nous sommes aujourd'hui à Varsovie. J'ai été à la frontière avec la Serbie. Chaque fois qu'on essaye d'interdire cette marche, elle grandit, elle est multipliée. Merci encore pour votre participation active et en 2019, nous avons à nouveau besoin de vous. Édition spéciale Gilets jaunes. Samedi, la mobilisation est repartie de plus belle. Alors que tous les commentateurs prévoyaient un rapide essoufflement du mouvement, les rangs étaient plus larges que la semaine précédente. Dans la capitale, de nombreux incidents ont eu lieu face à des forces de l'ordre souvent impuissantes. Le gouvernement, lui, fait le choix de l'entêtement, misant sur une atomisation et une diabolisation du mouvement. Une attitude risquée qu'Emmanuel Macron fait porter à son gouvernement tout en restant en retrait. Madame, Monsieur, bonsoir. Regain de mobilisation pour les Gilets jaunes. L'acte 3 du rassemblement aura réuni plus de 130 000 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une affluence croissante, mais aussi plus violente que les précédentes éditions. Des débordements inédits ont émaillé le rendez-vous. Olivier Frère-Jacques. Un samedi de manifestations partout en France et dans la capitale. Pour cet acte 3 des mobilisations, les Gilets jaunes ont su se faire entendre. Une mobilisation numériquement pas massive, mais efficace en matière de messages transmis à l'exécutif. En région d'abord, le mouvement a suivi son cours avec des épisodes plus ou moins violents, notamment en Haute-Loire, où la préfecture du Puy-en-Velay a subi les assauts des manifestants à l'aide de cocktails Molotov. Dans d'autres villes, le bilan est assez lourd, comme à Toulouse, avec 57 blessés, dont 48 policiers. À Saint-Étienne, un centre commercial a été pris d'assaut. À Nantes, les Gilets jaunes ont investi le tarmac de l'aéroport. Et à Nice, l'aéroport a également été bloqué. À Strasbourg, des échauffourées ont eu lieu aux abords du marché de Noël. Dans le nord, à Calais, des affrontements ont opposé forces de l'ordre et manifestants. À Brest, même scénario, aux abords de la mairie. Enfin, à Marseille, ce sont des scènes de pillage qui ont été déplorées. Des petites villes comme Pouzin, en Ardèche, et ses moins de 3000 habitants ont également eu leur lot de violence, témoignant ainsi d'un mal profond sur tout le territoire. Un mouvement suivi donc, et dont les scènes les plus marquantes ont eu lieu à Paris. Les Champs-Élysées bloqués, c'est la place de l'Étoile qui a été investie dès samedi matin, avec des affrontements toute la journée. L'Arc de Triomphe a été pris aux forces de l'ordre, puis tagué notamment par l'extrême gauche anarchiste, et enfin vandalisé dans la partie musée du bâtiment.
Les heurts sur la place de l'Étoile avaient débuté dès 10h du matin avec plusieurs milliers de manifestants parisiens, mais aussi des gilets jaunes venus de province pour témoigner de leur mécontentement. Une foule en colère et hétéroclite, car si la présence de mouvements radicaux était indéniable, difficile d'attribuer toutes les actions musclées aux seuls groupes organisés. La flamme du soldat inconnu a par ailleurs été préservée et de nombreuses Marseillaises entonnées. On notera également la présence importante de drapeaux français et de province dans la foule, au moins 80% d'hommes, dont une majorité de plus de 30 ans. Fait pas anodin, puisqu'il s'agit bien de personnes actives et en âge de travailler. À ces manifestants se sont associés ici et là des organisations d'extrême gauche. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont duré toute la journée et ont été marqués par des feux ici et là, notamment aux abords de l'avenue Kléber. Des affrontements qui furent essentiellement portés contre la police pour forcer les barrages et contre du mobilier urbain, même si plusieurs véhicules ont été incendiés, et cela jusqu'en début de soirée. Le niveau d'exaspération était d'ailleurs palpable et les revendications font état d'un véritable déclassement d'une partie de la population. Mais qui écoute les Français? Parce que vous savez, il n'y a pas besoin d'armes, il n'y a pas besoin d'armes. Les gens, vous leur mettez des casques, ils se suicident. Vous avez les agriculteurs qui se suicident, vous avez les policiers qui se suicident. Nous, nos Français, on veut d'exemplarité. On dit aux Français, soyez des Français exemplaires. Mais est-ce que le gouvernement, il est exemplaire? Mais tous les gouvernements confondus, qu'ils soient de gauche ou de droite. On en a marre de payer les taxes, on en a marre de travailler tous les jours, de se priver tous les mois. Je sors pas la copine, je ne pas les fleurs, je ne fais pas de chocolat, je fais rien. Fin du mois, je suis ruiné, alors je travaille tous les jours. On a ras-le-bol. Plus de taxes, plus d'impôts, plus de tout, moins d'argent. Le peuple en a marre, tout le monde est là pour priver, on a ras-le-bol. 3 semaines d'affilée, il faut que on continuera. Oui, les 3, j'ai fait les 3. J'ai de la famille qui tient les ronds-points. Et si je dois être là tous les week-ends, je serai là tous les week-ends. Je suis d'Île-de-France et j'ai fait Airbnb ce week-end. J'ai accueilli des Normands, des Bretons, un de Bordeaux. Ils ont dormi dans la salle à manger. On s'en sort plus quoi. On s'en sort plus, c'est la merde. Ça commence à être compliqué. Les gens ils sont dans la merde quoi. Ah oui. Faut arrêter quoi. Soit c'est tout le monde qui bouge, soit on fait les rien. Les gens ils avec des crédits, des machins, on est tous dans la merde quoi. On fait ça pour les gosses aussi. Et les gosses, ouais, les gosses de tout le monde, le peuple quoi. Le peuple quoi. Oh, bah, c'est pas la fin du mois, c'est pareil, le 10, le 15, ouais. Le 10, le 15, j'ai plus rien. Donc voilà quoi. Vu que j'ai travaillé un peu, on me donne plus de cash pour la petite, donc des fois voilà, c'est mal foutu quoi. Non là c'est Macron dehors, il n'y a pas d'autre solution. Et je m'en fous d'avoir perdu mon travail, je suis là pour le peuple quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui nous soutiennent derrière, et ça j'adore quoi. D'avoir des soutiens des anciens, et ça c'est adorable quoi. D'avoir les gens derrière qui nous soutiennent. Bon c'est vrai qu'il y a des connards. Je vous le dis, je le dis franchement, il y a des connards qui nous insultent, qui nous insultent, et tout le bordel. C'est sûr, des fois, on monte sur la colère, quoi, parce que des fois, on est sur le rond-point de Châtenois, des fois, on est 24 heures sur 24 sans dormir, quoi. Et les gens, ils nous insultent, nous parlent mal. Mais le problème, c'est qu'on est là pour eux, quoi, pour leurs gosses, tout le bordel. Et les anciens, ça, j'adore le geste qu'ils ont, quoi. Le 15, il n'y a plus rien. Ah oui. Donc c'est système D, on a tous 2 travails nous à l'usine. Ah non mais... Sans exagérer. Il y en a un, il loue des appartements, des baraques, il fait le boulot à l'usine, après il court à droite à gauche, il y en a un autre, il fait du bois, il y a l'autre, il vend de la drogue, il y a l'autre, on a tous 2 travails. Quoi. Fin du mois, pour l'instant ça va, mais dans quelques temps on ne sait pas trop avec ce que nous promet Macron, on ne sait jamais ce qui va se passer, enfin pour moi personnellement. Donc on anticipe. Il y en a certains qui sont dans l'action parce qu'ils ont des difficultés immédiates et on les comprend naturellement, c'est normal. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui devraient anticiper sur leur situation future. Ça fait la 3e semaine que je viens et on reviendra la semaine prochaine jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai l'impression que son autisme, il ferait bien d'abandonner. Je parle naturellement de M. Macron.
ça risque d'être c'est une pré-révolution quelque part. Hein. Et ça risque d'être beaucoup plus gênant pour tout le monde, y compris pour lui, mais pour les gens aussi. Parce que là, il va y avoir du grabuge sans arrêt, des destructions, des choses comme ça, ce qui n'est naturellement pas souhaitable. Mais on sait très bien que dans toute révolution, ça passe hélas par là. Moi, le début du mois et la fin du mois, c'est exactement pareil parce que j'ai 550 € par mois. Ça s'appelle revenu de solidarité active. Hein. Et je ne suis pas relogée depuis 5 ans et demi. Donc du coup, je cherche sur le bon coin à me loger. Parce que pour les vêtements, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'œuvres de charité à Paris. Pour manger aussi, je m'en sors très bien, même pour me faire soigner. Mais par contre, pour trouver un toit, c'est costaud parce qu'avec 550 €, on ne trouve rien. À partir de 17h, changement de population et de mode opératoire. L'extrême gauche à la manœuvre s'attaque aux magasins, notamment avenue de la Grande Armée, bar tabac, boutique de cigarettes électroniques ou encore concessionnaires. Après les premières vitrines cassées, généralement par des petits groupes de type Black Bloc et Antifa, des individus, majoritairement jeunes et venus de banlieue, en profitent pour piller les commerces à la faveur du chaos et de la nuit tombée. Un phénomène qui se répète régulièrement en marge des manifestations et dont les Gilets jaunes ont bien conscience. Après, il y a des jeunes casseurs qui ont su, donc ils sont venus des régions parisiennes, hein, des banlieues, hein, faut pas rêver, hein, ça aussi. Hein. Une fin de manifestation dans la confusion et des pillards pouvant laisser libre cours à leurs larcins sans opposition policière, un laisser-faire qui peut aussi bien relever d'instructions venues d'en haut que de manque de moyens. Et si la situation a tourné à l'insurrection aux abords de la place de l'Étoile, d'autres parties de la capitale ont donné lieu à des exactions. C'est le cas notamment rue de Rivoli et dans le quartier de l'Opéra ou encore aux abords de l'église Saint-Augustin dans le 8e arrondissement. Des mobilisations parisiennes intenses donc, pas vraiment contrôlées et dont l'impact ferait presque oublier le nombre de manifestants, finalement pas très élevé. Au moins 200 000 personnes à travers le pays pour quelques dizaines de milliers à Paris. En tout, seulement pour Paris, les pompiers ont recensé près de 250 incendies, des sapeurs-pompiers qui ont globalement reçu un accueil favorable de la part des manifestants. Côté interpellation, la préfecture de police de Paris évoque plus de 412 interpellations et 378 personnes placées en garde à vue. Pour le reste du pays, difficile d'avoir des chiffres du nombre d'interpellations, mais celle-ci devrait être de l'ordre de plusieurs centaines. Après la tempête de samedi, le président de la République, revenu de son voyage en Argentine à l'occasion du G20, n'a pu que constater les dégâts, l'occasion de se confronter un peu aux Français. J'adore les très riches, comme a dit Alain. Par contre, le peuple, non seulement il ne l'aime pas, mais en plus il le méprise. Voilà, et voilà c'est pourquoi on en arrive là. On est gouverné par la mafia bancaire. Hein, les gens qui se renseignent un peu s'en rendent compte. Et lui, comme par hasard, il est envoyé par Rothschild. C'est Soros, Rothschild, Goldman Sachs qui sont derrière les pions comme Macron. Et alors que les scènes de violence ont rythmé la fin de journée de samedi, l'exécutif est au pied du mur et les tentatives de diabolisation du mouvement des Gilets jaunes pourraient au final se retourner contre le gouvernement lui-même. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. 412 interpellations à Paris, 187 incendies, 23 policiers blessés et 2 gilets jaunes dans un état grave. Les images retransmises des manifestations de samedi tournaient en boucle sur toutes les télévisions du monde et tout le monde s'accordait à dire que la situation était hors de contrôle. Un fusil d'assaut de la police a même été dérobé dans une voiture. Tout indiquait pourtant que la situation allait dégénérer et qu'il fallait prévoir un encadrement large et spécifique. Avec un Emmanuel Macron parti défendre le climat en Argentine, la gestion de l'ambiance insurrectionnelle dans le pays incombait donc au premier flic de France, Christophe Castaner, et son bras droit secrétaire d'État, Laurent Nunez. Force est de constater que la stratégie n'a pas été idéale. En effet, le barrage filtrant avec des policiers chargés de fouiller les manifestants pour entrer sur les Champs-Élysées a considérablement compliqué la gestion de la mobilisation. En effet, la majeure partie des participants a refusé de se soumettre au contrôle. La plupart est donc restée à l'extérieur des Champs-Élysées, notamment sur la place de l'Étoile, une zone qui n'avait pas été préparée avec des barricades. Les pillages du soir ont donc pu se faire en toute quiétude, essentiellement par des éléments arrivés après la manifestation pour profiter des confusions.
Le gouvernement et Christophe Castaner en tête continuent pourtant de mélanger les violences. En effet, s'il est indéniable qu'une partie des Gilets jaunes a durci son action, au vu du mépris gouvernemental, il était aussi facile de comprendre que des casseurs et autres délinquants s'étaient déplacés pour l'occasion afin de s'adonner à leur activité préférée. Certains ont évoqué le rétablissement de l'état d'urgence, une possibilité qui ne semblait pas privilégiée par Nicole Belloubet, le garde des Sceaux. Je ne suis pas certaine que nous en soyons arrivés à ce stade. Et je pense qu'il y a d'autres modes de solution que le rétablissement de l'état d'urgence. Lorsqu'il y a non seulement des dégradations qui sont absolument inacceptables dans notre République, je pense à ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, lorsqu'il y a des incendies, non seulement des voitures, il y a eu 55 véhicules qui ont été brûlés, mais également des immeubles qui ont été brûlés. Lorsqu'il y a des atteintes aux personnes, y compris, je crois, un viol, ce sont des éléments qui ne peuvent pas être acceptés dans notre République. Des débordements qui pour la plupart avaient peu à voir donc avec les Gilets jaunes, au point que la stratégie de diabolisation ne semble plus prendre. Près de 3 Français sur 4 affirment toujours soutenir les revendications des Gilets jaunes. Par ailleurs, la stratégie du ministère de l'Intérieur d'instrumentaliser les violences avec l'aide des médias qui se concentrent sur cette partie de l'information est également la meilleure façon de faire un effet loupe sur l'incompétence du gouvernement, visiblement pas à la hauteur de la situation. Autre très grande difficulté qui se profile de plus en plus, les forces de l'ordre. Épuisées, mises à contribution tous les week-ends, les policiers rechignent de plus en plus à subir leurs conditions de travail pendant les manifestations de Gilets jaunes. En effet, leur situation de précarité matérielle et financière a beaucoup à voir avec les revendications. Certains policiers ne se priveraient d'ailleurs pas pour leur témoigner un franc soutien. Pour Guillaume Janson, le porte-parole de l'Institut pour la justice, la police est dans une situation très critique. Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas jusqu'à quand la police pourra tenir. Et ce que je note, c'est qu'elle est soumise vraiment à rude épreuve. Et dans ces circonstances, je crois qu'il est important que la police se sente soutenue, puisque sinon, il va y avoir des désaffections en ses membres, puisque vous savez qu'il y a une pratique qui est celle du recours à l'arrêt maladie pour éviter dans ces cas-là de se retrouver sur un terrain qu'on n'a pas forcément envie d'affronter pour tout un tas de raisons, soit parce qu'on tient à son intégrité physique, soit parce qu'on partage certaines des revendications qui sont défendues par les personnes qui battent le pavé. Et au-delà du soutien qu'attendent les forces de l'ordre, beaucoup des représentants de la police ont avant tout plaidé pour une réponse judiciaire ferme à l'égard des casseurs. Pour Guillaume Janson, il faudrait faire preuve de discernement dans le traitement des manifestants arrêtés samedi. Il faut que la police soit soutenue par une cohérence d'une réponse judiciaire qui doit arriver rapidement. Et je me félicite de voir qu'un effort a été mis en place pour essayer d'accélérer le traitement judiciaire des manifestants qui ont été arrêtés ce week-end. Mais il faut également que les réponses judiciaires qui sont apportées soient des réponses empreintes de fermeté et d'intelligence. Ça veut dire qu'il faut évidemment que la justice fasse œuvre de discernement quant au profil des personnes qu'elle sera amenée à juger. Puisque vous avez des personnes qui sont des professionnels de la casse et qui sont venus pour tuer des policiers, et vous en avez d'autres qui sont venus manifester pour défendre simplement leur mécontentement. Il faut privilégier des réponses qui ne soient pas des réponses symboliques. J'entends par là, par exemple, ce qu'on voit beaucoup en pratique, des peines de prison avec sursis qui sont données à l'emporte-pièce, ou beaucoup de courtes peines de prison qui ne sont jamais mises à exécution. Je crois qu'il faut privilégier les sanctions réparatrices. Il faut aller grossir les rangs, soit par le biais des sanctions réparation, soit par le biais des travaux d'intérêt général. Il faut grossir les rangs de ceux qui doivent rapidement nettoyer toutes ces scènes de saccage. De la pédagogie donc, mais la situation est très complexe, d'autant plus que la place Beauvau va devoir affronter sa première bavure. En effet, une vieille dame de 80 ans est décédée à l'hôpital à Marseille dimanche après avoir reçu un projectile de gaz lacrymogène en fermant ses volets samedi soir. Difficile d'imaginer pire pour la communication officielle. Je crois qu'à mesure que la situation continuera de se dégrader, eh bien, on ne pourra que regretter des dommages collatéraux. Et c'est la raison pour laquelle il me semble nécessaire, urgent, que, comme je vous disais tout à l'heure, on fasse preuve sur la forme de fermeté dans la réponse apportée à tous ces comportements, mais que sur le fond, le pouvoir prenne ses responsabilités et qu'il témoigne davantage de respect à l'endroit des gens qui expriment ce mécontentement et qu'il réouvre de toute urgence le dialogue, parce que tout ne pourra pas se régler par la force.
Tout ne pourra donc pas se régler par la force. Pourtant, le cercle vicieux est bel et bien lancé, avec un gouvernement totalement campé sur ses positions et le maintien du cap décidé par le président de la République retranché dans sa prison dorée. Tout porte à croire que les débordements sont voués à se poursuivre, puisque tout recul de la part des Gilets jaunes sera perçu comme une brèche à exploiter par le pouvoir. De même, si la désorganisation relative du mouvement est décriée par l'exécutif, c'est qu'elle rend la mobilisation impossible à contenir. Dans ce cadre, on peut s'étonner que certains Gilets jaunes dits modérés aient choisi, pour lancer un appel, le JDD, organe de presse macronienne par excellence. Il est en effet certain que des tentatives d'entrisme et de récupération par les mouvements politiques vont être entreprises par de nombreuses organisations. Pour l'heure, aucune n'apparaît fructueuse et les représentants du mouvement préfèrent battre froid aux invitations du Premier ministre. Pour autant, un autre type d'organisation pourrait finalement voir le jour. En effet, Jean-François Barnaba, un des Gilets jaunes apparu à plusieurs reprises dans les médias, a lancé l'idée de transformer la mobilisation en mouvement électoral, une idée qui pourrait contre toute attente arranger Emmanuel Macron puisqu'elle ôterait surtout des voix à ses principaux concurrents, des concurrents qui ne parviennent toujours pas à transformer l'essai. La première réponse, le préalable à tout, c'est de dire que pour l'instant, tout s'arrête. C'est-à-dire que les taxes qui sont prévues en janvier prochain ne peuvent pas intervenir. Il faut qu'il y ait un moratoire sur les taxes avant toute discussion. C'est la seule façon de rendre crédible cette discussion. Le temps n'est plus au débat. Le temps est à des actions et des mesures. Il faut immédiatement un geste d'apaisement. Ce geste d'apaisement, nous demandons que ce soit l'annulation immédiate des hausses de taxes qui sont encore prévues pour le 1er janvier et que le Sénat, par le biais des Républicains, a fait annuler. En effet, rien de très novateur et séduisant pour les Gilets jaunes dont les causes du mécontentement ont depuis longtemps dépassé la simple hausse des taxes sur le carburant. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, demande de son côté la dissolution de l'Assemblée nationale, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon. Du côté de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé vouloir transposer plusieurs des revendications des Gilets jaunes en proposition de loi. Reste désormais à savoir si la majorité En Marche décidera à l'Assemblée nationale de voter majoritairement contre son exécutif pour le rendre à la raison. Et à présent, nous passons à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Le mouvement des Gilets jaunes a fait des émules samedi devant la porte de Brandebourg à Berlin en Allemagne. 3 organisations politiques ont appelé leurs sympathisants à défiler en Gilets jaunes contre le pacte mondial sur les migrations, adopté la veille par le Bundestag. Pour justifier leur demande, les organisations ont expliqué que leur combat rejoignait celui des Gilets jaunes français. Retour en France et les ambulanciers prennent la suite des Gilets jaunes. Ce lundi, ils étaient plus d'une centaine à bloquer certains accès de la place de la Concorde à Paris. Ils réclament la suspension d'une réforme du financement des transports sanitaires qui menace, selon eux, les petites et moyennes entreprises du secteur. Et pendant que l'exécutif est ébranlé, La République En Marche a un nouveau patron. À l'issue d'une campagne interne discrète, Stanislas Guerini a été élu à la tête du parti présidentiel. Le député LREM de Paris a recueilli 82% des suffrages face à son adversaire, le député des Français de l'étranger, Joachim Sonforger. Un résultat nuancé car seule la moitié du Conseil a pris part au vote et même le Premier ministre Édouard Philippe a annulé sa venue. Détournement massif de fonds publics, Michel Talgorn, ancien inspecteur des impôts travaillant au Sénat depuis 1982 et François Thual, ancien conseiller du président du Sénat Gérard Larcher, ont affirmé que 117 sénateurs ou anciens sénateurs de droite auraient détourné entre 2002 et 2014 près de 8 millions d'euros des caisses de l'État. Un montage financier aurait servi à masquer ces malversations. Les élus auraient détourné des fonds publics destinés à la rémunération des assistants parlementaires. Procès hors norme contre le Levothyrox. L'audience est ouverte ce lundi à Villeurbanne dans le Rhône en présence de plusieurs centaines de victimes. En tout, plus de 4000 plaignants accusent le laboratoire Merck d'un défaut d'information sur une nouvelle formule. Le changement de formule de ce médicament prescrit contre l'hypothyroïdie aurait provoqué d'importants effets secondaires indésirables chez quelques 31 000 patients. L'avocat des victimes réclame au laboratoire allemand une indemnité forfaitaire de 10 000 euros par patient, soit une somme totale de plus de 41 millions d'euros.
Coup de théâtre en Andalousie. Dimanche, à l'occasion des élections régionales, le parti Vox a fait une entrée fracassante au Parlement andalou en remportant 12 sièges. Selon Nicolas Klein, professeur agrégé d'espagnol et auteur de Rupture de banc, l'Espagne face à la crise, il s'agit d'une victoire pour le parti de Santiago Abascal et d'une claque pour le Premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sánchez. C'est vraiment un niveau significatif et c'est d'autant plus significatif que sur les 109 sièges que compte le Parlement régional andalou, Vox en récolte 12, c'est-à-dire plus du double de ce que lui promettaient les sondages qui lui étaient les plus favorables. L'entrée aussi massive de Vox au Parlement andalou est déjà un séisme, mais en plus, elle s'accompagne d'un écroulement du Parti socialiste andalou, qui est véritablement le noyau dur du Parti socialiste ouvrier espagnol. À l'Andalousie, c'est la première fédération socialiste et d'assez loin. Et c'était une région qui avait toujours été gouvernée depuis 1978, donc depuis 40 ans, par les socialistes. Or là, le Parti socialiste, qui avait déjà fait un résultat assez moyen en 2015 avec 47 sièges sur 109, recule à 33 sièges. Il reste le premier parti, le parti arrivé en première position. Il est arrivé en première position dans 7 des 8 provinces andalouses, mais c'est une véritable claque parce qu'il perd énormément, beaucoup plus que ce qui était prévu. Et le Parti socialiste, donc de Susana Díaz, la présidente régionale sortante, n'est plus du tout assuré de pouvoir maintenir la présidence andalouse. Avec ce résultat inattendu, Vox met ainsi la pression sur le Parti socialiste dirigeant à 6 mois des élections européennes. Trêve de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. À l'issue du G20 à Buenos Aires en Argentine, les deux premières puissances mondiales sont parvenues à un accord pour mettre fin à la mise en œuvre de nouveaux droits de douane. Les États-Unis ont annoncé qu'ils suspendaient la hausse de 10% à 25% des droits de douane sur un ensemble de produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importation, soit la moitié de l'ensemble des importations chinoises dans le pays. Elle est suspendue pour une durée de 90 jours, mais elle sera appliquée à l'issue de ce délai si Washington et Pékin n'arrivent pas à s'entendre sur des changements structurels dans leurs relations commerciales. Des SDF dans les bennes à ordures. En Grande-Bretagne, faute de place dans les foyers, des sans-abri trouvent refuge dans les bennes au risque de se faire broyer par les camions de collecte. En janvier, un homme qui passait la nuit dans une benne à déchets à Rochester a eu une jambe et le bassin fracturé après avoir été coincé dans le camion de collecte venu les ramasser. L'association des professionnels de l'environnement recense 11 personnes mortes après avoir dormi dans un container entre 2010 et 2016. L'Afrique de l'Est pourrait perdre son statut de berceau de l'humanité. En Algérie, des archéologues ont découvert des outils en pierre taillée remontant à 2,4 millions d'années. Une trouvaille remettant en cause l'idée selon laquelle l'Afrique de l'Est serait le berceau unique de l'humanité. Lors de leurs recherches, les scientifiques ont aussi déterré des dizaines d'ossements animaux fossilisés. La Chine fait la chasse aux faux marathoniens. Dimanche, les organisateurs d'une course ont utilisé la reconnaissance faciale pour repérer les tricheurs, alors que les cas de fraude se sont multipliés. Le 25 novembre dernier, lors du semi-marathon de Shenzhen, 258 coureurs avaient triché, notamment en empruntant des raccourcis. 18 portaient des faux dossards et 3 avaient fait appel à des doublures. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition spéciale. Dans un instant, notre Zoom du jour. Laurent Cassio est commandant de police. Il vient d'être suspendu pour avoir raconté son quotidien dans son ouvrage « La police m'a tué ». J'ai mouillé le maillot pendant 35 ans, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai accepté toutes les missions, j'ai bourlingué, j'ai acquis de l'expérience, un peu de compétences j'espère. Je ne méritais pas ça, je n'ai commis aucune faute. Donc ça a été le départ de ce bouquin. C'est-à-dire qu'à partir de ce cas concret, j'ai décortiqué le management dans la police, le management sur un fonctionnaire, peut-être pas méritant, je ne sais pas moi d'en juger, mais un fonctionnaire qui a fait son boulot. Donc imaginez pour ceux qui commettent une toute petite erreur quand ils sont broyés par le système. Donc à partir de là, ce sont les 2 premiers chapitres, c'est mon combat. Ce soir, vous retrouverez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent la spécialiste de Donald Trump, Evelyne Josselin, pour évoquer les conséquences des élections de mi-mandat, ainsi que la politique internationale de la Maison-Blanche. Et puis tout de suite, vous retrouvez une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Vous vous souvenez sans doute de ce type dont je vous ai parlé, ce pré-retraité qui est au placard dans la presse de gauche, cet ancien du Midi Libre. Eh bien, tout le monde déplore au village qu'il soit vaguement complotiste. Enfin, pas tout le monde, ceux qui ont des choses à cacher. Et ces jours-ci, il a du grain à moudre parce qu'il a pris fait et cause, on peut même dire feu et flamme, pour le mouvement des protestations, de protestation des Gilets jaunes. Alors que chez nous, comme je l'ai dit, on les confond parfois avec les chasseurs qui attendent le sanglier, et même si 80% de la population les approuve et met son gilet sur le tableau de bord, vu la dispersion de l'habitat, les phénomènes de masse, ça, sont quand même très difficiles à organiser à Campagnole. Mais c'est sans compter, et c'est lui, c'est l'ex-Midi Libre qui me l'a fait observer, c'est sans compter sur les smartphones. Il m'a montré à quel point ce petit instrument changeait la donne dans les mouvements sociaux, et c'est vrai, c'est impressionnant. D'abord, la plupart des gens qui battent le pavé au rond-point, là, regardent la télé avec leur téléphone. C'est pourquoi la télé désinforme à tour de bras ces temps-ci. Elle cherche à les égarer en disant le mouvement s'essouffle, etc. Ensuite, ils consultent, ces gens, les applications en temps réel comme Waze pour voir ce que font les autres à Limoges ou à Albi. Ensuite, ils se parlent directement par leur compte Twitter, WhatsApp et tout. Et fatalement, dans ce trafic permanent d'informations, l'obsession de la surveillance par le ministère de l'Intérieur est très perceptible. Les gens s'écrivent de bien veiller à faire passer l'information en message privé quand elle est importante. Et là, notre ami journaliste, là, qui n'est pas un naïf, m'a fait observer une chose très juste, c'est que l'isolement paranoïaque du président est perceptible partout dans cette situation. D'abord, il me dit, il y a une chose qui n'a pas frappé les esprits assez, c'est que la seule fois où il s'est exprimé dans ce mouvement qui est quand même celui des pauvres, qui gagne le SMIC, c'est lui pour s'inquiéter publiquement du sort d'un patron qui gagne 16 millions d'euros par an et qui est en prison au Japon. Ensuite et surtout, on a observé 2-3 trucs qui commencent à apparenter sérieusement le pouvoir français et une autocratie délirante du genre Loukachenko en Biélorussie ou Ilham Aliyev en Azerbaïdjan. Et là, je vais te dire, me dit Gustave, ce type un truc qui va peut-être t'étonner. Il parle comme ça pour l'information, il a un discours de commercial en campagne, il fait monter la pression. Qui va peut-être être étonné, donc, c'est qu'il y a un rapport entre l'affaire Benalla et les Gilets jaunes. Alors bon, j'ai fait mon étonné moi-même parce qu'il m'y invitait, mais je suis vite passé de l'ironie à l'intérêt parce qu'il m'a dit ceci, personne n'a vu un truc quand Benalla a tapé sur les manifestants, là, un truc typique des dictatures, c'est que le président envoie des émissaires personnels dans la foule pour prendre le pouls de l'opinion et au besoin pour faire de l'influence, pour altérer la marche des choses, pour répandre de fausses nouvelles. Bon, là, en plus, le gars s'est mis à cogner, ce qui n'était pas prévu. Ce qu'on voit, c'est que les jours de manif, pareillement, Macron ignore tellement ce qui se passe dans la tête du peuple qu'il envoie des sondes pour essayer de s'informer et de contrôler en même temps, et que ces sondes lui reviennent directement à l'Élysée pour rendre compte verbalement. Mais quel rapport, tu vas me dire, avec les Gilets jaunes? Alors là, il me dit, il y a plusieurs manipulations en cours, mais il y en a une qui commence à intriguer beaucoup de monde. C'est qu'une femme qui a travaillé pour Macron pendant la campagne se retrouve en ce moment, bizarrement, au cœur de la protestation. Elle fait une vidéo qui est vue 1 million de fois et que reprennent tous les journaux. C'est bizarre, alors que tu as des dizaines de protestataires dont la presse ne parle jamais. Là, pof, elle est dans toutes les émissions. Ensuite, tu la vois sur les barricades avec un porte-voix. Puis finalement, tu la vois sur une nouvelle vidéo, il y a 2 jours, qui nous dit qu'il faut que dans toutes les régions, un responsable lui envoie ses coordonnées. Alors là, c'est quand même le truc gros comme une maison. Tu imagines, c'est la méthode Facebook. C'est dites-nous qui vous êtes, dites-nous qui vous connaissez, envoyez votre profil, on s'occupe du reste. Mais quand tu vois qui s'en occupe, quand tu vois ce gros guignol mafieux, là, tu te dis qu'il vaut mieux pas téléphoner ton pédigré complet au ministère de l'Intérieur si tu veux pas te retrouver en garde à vue le lendemain. Du coup, je peux te montrer les messages. Tout le monde dit qu'il faut travailler en crypté, effacer les traces, ne dire que des choses précises, discrètes aux gens qu'on connaît. Et tout ça pourquoi? Parce que le pouvoir a truffé les rangs de ses propres fidèles qui essaient de retourner le mouvement, qui font remonter des signalements, qui poussent à la faute, qui la dénoncent. Je peux même te dire un truc qui circule, c'est que sur leur consigne numéro 1 en ce moment est de dénoncer et de filmer toute collusion entre les gendarmes et les manifestants. C'est de ça qu'ils ont peur. Et ça, crois-moi, c'est le signe qui ne trompe pas. Et là, moi, je veux bien le croire, en effet, et j'imagine que vous aussi, sans doute. En tout cas, le côté taisez-vous, méfiez-vous des oreilles ennemies vous écoutent n'est pas hyper rassurant, comme a d'ailleurs conclu notre ami. Abonnez-vous, merci. Ce qui est rassurant, c'est que nous progressions, nous, sans aucun tapage. Ça s'appelle Campagnole TVL et c'est sur YouTube.